Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Delon. Bonjour Nicolas Delon. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, fondateur avec Julien Chopin et à la tête du collectif d'architecture Encore Heureux. Le collectif a été fondé en 2001. En 2016, Sébastien Aymar vient vous rejoindre, puis Sonia Vu en 2019. Vous revendiquez une pratique généraliste axée sur une conception ouverte des bâtiments, mais aussi des installations, des jeux ou encore des expositions. En effet, on vous a vu très clairement émerger dans le paysage architectural lorsque vous avez été en charge du pavillon français de la Biennale d'architecture de Venise en 2018. Vous avez pour désir de rimer avec exigence, lucidité, optimisme et engagement. Je cite. Je crois que vous êtes intervenu là beaucoup dans des radios, dans des podcasts. Alors, on va essayer de bien cibler notre propos pour enrichir les choses. Mais on va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Pouvez-vous aussi préciser à nos auditeurs quelle est la formation de vos associés ? Donc beaucoup de questions pour commencer. Peut-être ce que je peux dire, c'est cette découverte tardive du métier d'architecte, autour de 17-18 ans même. C'est-à-dire que quand j'ai passé mon bac, j'étais intéressé par plein de choses, par beaucoup de domaines variés. Mes parents sont médecins, je faisais beaucoup de sport aussi à assez haut niveau et j'avais plusieurs envies comme ça. C'est quoi comme sport ? Je faisais de l'équitation. Ah oui. Et du coup, en discutant avec un conseiller d'orientation, est émergé ce métier qui permettait de continuer à apprendre dans des domaines très variés. Et c'est la grande force de ces études d'architecture qui sont des études passionnantes et on parlera certainement du passage des études au métier. Mais ces études où vous apprenez à la fois la résistance des matériaux, l'histoire de l'art, le dessin, l'informatique, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, la géographie. Et j'étais en tout cas attiré par cette idée de continuer à apprendre dans des champs variés, à l'inverse de choisir une spécialité qui m'aurait éloigné de ce champ des possibles. Donc ça, c'est le début des études à l'école d'architecture de Toulouse, où je rencontre Julien Chopin donc en 1995, c'est le siècle dernier, et on était ensemble en première année. Et très vite, on a lié une grande amitié et surtout une grande complémentarité. Julien venant plus du monde de l'art contemporain, notamment des installations ou de la scénographie, et moi étant plus attiré par les projets collectifs et la question d'inventer des moyens d'agir dans le réel. Et donc on a commencé très tôt à sentir qu'on pouvait faire des choses ensemble. Ensuite, je suis parti étudier à Montréal, à l'Université de Montréal, en échange. Julien est parti étudier la scénographie à Clermont-Ferrand et on s'est retrouvés à Paris-la-Villette, où on a passé notre diplôme ensemble en 2002. Voilà. Vous êtes méditerranéens tous les deux ? On est originaire du sud-ouest, du Lot et de l'Aveyron. Donc moi j'ai grandi à Villefranche-de-Rouergue, une des deux sous-préfectures de l'Aveyron, et Julien a grandi à Cahors, le chef-lieu du Lot. D'accord, donc avec des périodes d'apprentissage dans de grands espaces ? Absolument, donc dans la nature. Tout à fait. Hors de la ville, ou en tout cas hors des métropoles, c'est une certitude. Avec quand on est enfant ou adolescent, notre environnement, on a l'impression que c'est le seul qui existe. Hein. On fait des voyages avec ses parents, on sait que les choses sont différentes ailleurs, mais malgré tout, on est imprégné par le contexte dans lequel on grandit, et c'est quelque chose qui a été fondateur aussi dans notre approche, notamment à ce rapport entre
entre l'espace, le temps, la question écologique, et puis la question aussi des relations sociales, parce que en fonction de la taille de l'endroit où vous grandissez, c'est pas les mêmes histoires non plus qui s'écrivent avec votre entourage et avec les gens qui sont autour de vous. Mmh. Donc en fait, vous êtes resté à Paris après? Et après, Ça a dû être un choc quand même? ça a été un choc, ça a été une découverte, ça a été une forme d'épopée, arrivant dans cette ville du Nord, inconnue, et considérant que, cette intensité de cette ville, à la fois attirait, excluait. On prend souvent l'image d'un soleil, qui à la fois vous attire et vous brûle, en même temps. Et cette concentration d'énergie, se rendre compte aussi que c'est un lieu où le monde entier converge. Le quartier où j'habite, dans le 10e arrondissement, il y a 140 nationalités, dans un arrondissement. Et dans le 10e arrondissement, il y a 80 000 habitants. Donc c'est gigantesque, c'est des densités parmi les plus hautes du monde. Mais c'est l'état de la planète qui s'est urbanisé depuis les années 50 à toute vitesse. Aujourd'hui, on a dépassé, il y a plus d'urbains que de personnes qui ne vivent pas en ville à l'échelle mondiale. Et donc, c'était aussi considéré que c'est là que des choses se jouent, et qu'en tout cas, on avait envie de l'expérimenter ou de le découvrir. Tout de suite alors, à la sortie de l'école? Oui, ensuite, on va dire que notre envie d'action, qui s'est manifestée très tôt, on n'était pas encore diplômés, qu'on a voulu faire nos premiers projets, et ensuite, étant à Paris, c'est là où nous les avons faits, et puis de fil en aiguille, on en a fait des petits, des moyens, des plus grands, et on va dire que c'est chaque projet qui amène celui d'après. Donc c'est une forme de récit que l'on peut essayer de réécrire a posteriori, mais il faut être très vigilant, parce que c'est vraiment, il y aurait eu énormément d'autres chemins possibles, et c'est un mélange d'intuition, de hasard, de rencontres, de détermination, de travail, mais c'est tout ça mélangé qui fait qu'on peut revenir sur des parcours. Mais moi, je le dis souvent quand j'interviens dans les écoles d'architecture, c'est chaque parcours s'invente, chaque parcours à chaque moment peut se dédoubler ou peut se réorienter. Et donc, je ne pense pas du tout à un aspect linéaire des parcours. Je pense que après, on peut essayer de poser des récits dessus, mais ça reste des récits. C'est pas forcément la réalité. Donc, c'est important aussi de le dire aux gens qui nous écoutent, je pense. Mmh, mmh, mmh. Donc vous avez commencé votre activité d'architecte quasiment à la sortie de l'école? Alors oui, mais pas notre activité d'architecte, justement. Mmh. Nous étions architectes, mais nous avons considéré que l'architecture était trop complexe, trop lente. Et donc, on a commencé par des projets beaucoup plus rapides, beaucoup plus légers, des projets de scénographie, notamment de scénographie urbaine. Donc, on a commencé par une installation qui s'appelle Herbe Folle en 2001 sur les bouches d'aération du métro, où on s'était rendu compte qu'il y avait un souffle d'air qui permettait de ventiler le métro et qui était une ressource. Et on est venu comme ça modifier cette perception du souffle en installant des fines bandelettes de tissu, de la toile de parachute, qui étant très légère, venait faire une transformation du trottoir. Et donc ça, on l'a fait sans autorisation ni de la ville ni de la RATP, vraiment sous un mode pirate, pour explorer la transformation de l'endroit où nous habitions, et de voir en quoi modifier le trottoir, modifier aussi la façon dont les gens allaient percevoir leur environnement. Donc là, on était vraiment très éloigné de l'architecture, et on a mis beaucoup de temps, on n'était pas du tout pressé de construire. Alors que d'autres amis qui étaient avec nous à l'école avaient vraiment cette envie pressante et urgente de réhabiliter un appartement ou de faire... Peut-être aussi pour des raisons économiques? Parce qu'il faut Peut-être, vivre aussi de son métier? absolument. Mais par contre, et c'est une bonne question, dès le début, on était au moment où l'informatique arrivait dans ce métier et allait changer beaucoup de choses. Et il se trouve qu'on avait développé des compétences pour faire des images de synthèse. Et donc, on arrivait à financer nos projets très légers de scénographie en travaillant une semaine par mois en faisant des images de synthèse. Et donc, j'avais appris à Montréal un logiciel de 3D assez innovant, qui n'était pas très connu, qui allait très vite. Pour les techniciens, c'est un logiciel qui s'appelle FormZ, et qui, à l'inverse de 3ds Max ou d'autres logiciels qui étaient beaucoup plus longs en calcul et en apprentissage, nous permettait d'être très rapide. Et donc, on avait cette double activité qui nous permettait d'avoir d'un côté un travail qu'on pourrait dire alimentaire, mais qui nous a quand même beaucoup formés, parce qu'on est devenus très experts, on va dire, dans la production d'images et de modélisation, parce que l'image, c'est le résultat, mais avant, il y a tout ce qui est la modélisation, qui est l'idée de dessiner en 3 dimensions un projet qui est au début en 2 dimensions.
Et donc, c'est à la fois un exercice incroyable de perception de l'espace, de perception des points de vue, de la réception. C'est très proche du cinéma, c'est très cinématographique, le choix des cadrages, le choix des éclairages, le choix des matériaux, le choix de la mise en scène. Donc, ça a été un grand apprentissage. Ça nous a aussi... on a rencontré beaucoup d'architectes aussi à C'est ce ce que moment-là. j'allais Voilà. vous poser comme question. En fait, ça permet aussi d'analyser le travail de l'autre. Absolument. Donc Ouais. ça a été passionnant parce qu'on se retrouvait à modéliser des hôpitaux, des logements, des bureaux, des centres culturels, des salles de spectacle, etc. Une grande diversité et beaucoup d'amitié aussi avec des architectes Justement, vous aviez des chouchous? On avait des chouchous, on a travaillé avec beaucoup de gens, mais à cette Oui. époque-là, on a travaillé avec K Oui. Architecture, Karine Hermann et Jérôme Sigvald, qui sont devenus des grands amis. On a travaillé avec Vincent Parera, on a travaillé avec des gens très différents et qui pour nous étaient aussi des vrais architectes. Et nous, à ce moment-là, on se disait architecte, mais on n'avait pas vocation à produire de l'architecture. C'est la différence entre une formation et l'application de cette formation. Mmh, mmh, mmh. Alors, on l'a compris, hein, vous êtes plein d'attention pour la durabilité, en fait, pour la planète. Oui, c'est presque plus que ça parce que, Ouais. la durabilité, on s'en méfie, de ce mot, qui peut cacher, la forêt des désastres en cours. C'est comme quand on parle de développement durable, voilà, c'est plutôt le nom du problème que Oui. celui de la solution. Nous Alors, oui, il faut peut-être aussi expliquer à nos auditeurs que derrière ça, il y a aussi des filières économiques Absolument. qui s'ancrent et qui, du coup, font du business et qui ne sont pas vertueuses, forcément. Absolument. Voilà. En tout cas, non, cet enjeu, qui nous obsède, qui nous percute, c'est la conception de nos limites matérielles, d'abord. Il faut savoir que donc, il y a 200 000 habitants, par jour en plus sur une planète, qui est finie, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de ressources limité et que depuis les années 50, on a exploité, on parle d'extractivisme dans l'idée d'aller chercher les ressources naturelles où qu'elles soient, et on est arrivé à un épuisement de ces ressources. Et donc, il ne faut pas avoir fait 15 ans d'études pour comprendre que quand les ressources s'épuisent et que les personnes qui vivent de ces ressources-là continuent d'augmenter, ben voilà, il va falloir repenser beaucoup de choses. Et donc ça, c'est la vision générale que beaucoup de gens partagent, mais on pense qu'elle est jamais assez partagée. Et on pense que chaque métier doit se questionner face à ce nouveau paradigme, on pourrait dire, ou cette nouvelle condition d'existence, dont parlerait Bruno Latour, par exemple, cette zone critique qui fait que l'être humain il peut habiter à quelques kilomètres au-dessus de la ligne de l'océan et puis quelques centaines de mètres en dessous, mais en fait c'est très très mince, cette Mmh. zone dans laquelle on peut habiter. Et Mmh. plus bas on peut pas et plus haut on peut pas. Même si on envoie des robots sur Mars ou ailleurs. Mais c'est ce que j'allais euh, vous dire, peut-être que Elon Musk est un espoir. alors, on ne le classerait pas dans la catégorie des espoirs, mais un espoir de récit peut-être. Mais en Ouais. tout cas, penser que à grande échelle, on pourrait quitter cette planète nous semble, là pour le coup, une vraie fausse bonne idée. Mais donc voilà, donc l'enjeu, c'est aussi de voir comment chacun dans nos métiers, Mmh. où nous sommes, nous prenons conscience de ce grand changement. Et on voit que l'année 2020 est un épiphénomène, on pourrait dire, de ces changements gigantesques qui sont à venir. Et comment on essaie de mettre cette question-là au cœur de nos préoccupations en continuant d'agir dans le réel. Ça, c'est très important parce que le choix qu'on a fait en étant architecte, c'est, en tout cas architecte praticien, parce qu'il y a beaucoup de modes d'exercice de ce métier. Mmh. On peut être théoricien, on peut être historien, on peut être maître d'ouvrage. Donc voilà, c'est un métier qui permet d'avoir un grand spectre d'action. Mais nous, ayant choisi d'être ce qu'on appelle des praticiens, c'est-à-dire de concevoir et de transformer le réel par les projets que nous concevons, on a souhaité mettre cette question-là au cœur et au centre de nos préoccupations. Mmh. Alors justement, en quoi le collectif Encore Heureux diffère-t-il finement des agences d'architecture classique? Des agences qui concourent, donc qui proposent un projet, qui répondent à des appels d'offres, contactent des promoteurs, il y a quand même s'il y a une diversité à l'intérieur de l'architecture, Mhm. un champ très, très diversifié, il y a quand même une pratique entre guillemets «classique». Qu'est-ce qui vous diffère vraiment? Alors vous êtes un collectif déjà,
L'ego, on le met de côté, c'est ça? Non, Non? c'est plus compliqué que ça. Historiquement, c'est sûr qu'on était vraiment à côté. Et d'ailleurs, on a eu le prix des jeunes architectes, donc les albums des jeunes Mmh. architectes en 2005, 2006, et on n'était pas inscrit à l'ordre des architectes. Donc Mmh. notre pratique avait été identifiée comme étant un potentiel des potentiels jeunes architectes que l'on souhaitait accompagner, mais il se trouvait qu'on n'était pas architecte. Donc il y avait ce décalage-là et on jouait sur les deux fronts, d'être architecte dans le monde artistique, ce qui est très rassurant, et être plutôt des artistes dans le monde de l'architecture, ce qui était aussi rafraîchissant. Mmh. Donc on avait un peu cette vision comme ça d'être jamais à l'endroit où on nous attendait. Mmh. Mais ça, c'était plutôt historiquement. Ensuite, depuis, on est devenu une structure dans une grande diversité de projets, et je pense qu'on en parlera, mais qui, sur des projets d'architecture, se rapproche parfois d'une agence classique. C'est-à-dire Mmh. qu'on candidate à des marchés publics, on D'accord. gagne des concours, on en perd, on travaille avec des opérateurs publics, avec des opérateurs privés. Donc on n'a pas non plus, on ne revendique pas le fait d'être totalement hors du jeu, et aussi parce que on s'inscrit dans une volonté de jouer avec les mêmes règles que tout le monde. C'est-à-dire que on vit de notre travail, on a une équipe qui travaille sur des sujets complexes, comme l'architecture est complexe par ailleurs. Donc on n'est pas hors cadre sous ces angles-là. Mmh. Après, ce qui peut nous différencier, c'est plutôt le rapport que nous avons entre des projets de conception et de construction et des sujets de recherche Mmh. qui nous obsèdent, on pourrait dire, et qui nous nourrissent. Et Mmh. donc, ces sujets de recherche, il y en a eu un premier qui était le réemploi des matériaux avec l'exposition Matières grises en 2014 au Pavillon de l'Arsenal. Il y a eu bien sûr la Biennale de Venise en 2018 avec les lieux Oui. infinis. Quelle reconnaissance! Voilà. Il y en a qui ont travaillé toute leur vie, qui en ont rêvé toute leur vie. Vous arrivez et clac! Alors, on arrive clac, oui et non, parce qu'on considère que c'est un sujet qui a été choisi. Oui. Que Matières grises, qui avait été une grande exposition sur le sujet du réemploi, avait été un précédent où on avait démontré qu'on était capable d'être commissaire d'exposition. Parce que c'est très particulier d'être commissaire d'exposition, c'est pas du tout être... c'est presque un autre métier. Ouais. Nous, on le fait avec les mêmes outils, mais c'est quand même quelque chose de très particulier, cette perception justement au récit que vous portez, à la façon dont le public va s'en emparer, au temps de parcours. À la Biennale de Venise, par exemple, la durée de présence dans le pavillon français, c'est de l'ordre de quelques minutes. Ouais. Donc, comment en 3-4 minutes vous arrivez à exister autour de 150 autres pavillons, quel message vous souhaitez passer, mais comment vous avez des différences de niveau de lecture qui permettent à une personne d'y passer 3 minutes, mais à une personne d'y passer une demi-heure et à une personne d'y passer 2 heures, parce que vous sous-tendez ce fond, ce contenu. Donc, c'est passionnant. Et surtout, ce qui nous intéressait, et ce qui nous intéresse encore, parce qu'on prépare une 3e exposition pour le mois de mai qui va se tenir au 104, une grande exposition qui va s'appeler Énergie, désespoir. Voilà, donc ce rapport entre ce qui nous nourrit Ouais. et ce qui nous désespère. Ou Et ce qui peut donner de l'espérance aussi. exactement, tout à fait. Et donc, on s'est beaucoup appliqué à partir de nos questionnements propres et à se dire, en fait, on a besoin de les partager. On a besoin de partager des questions plus que des réponses. Ça, c'est très important parce que, par exemple, le sous-titre de Lieux infinis à Venise était « Construire des bâtiments ou des lieux ». Point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire « voilà ce que devrait être l'architecture ». Voilà une architecture écologique, voilà une architecture sociale, voilà une architecture qui évite de démolir et qui réhabilite les bâtiments existants. C'est pas notre propos, en tout cas. C'est pas la façon dont on a envie de le raconter. C'est plutôt de dire partageons nos affects, partageons nos perceptions du réel, partageons ce qui nous fait décoller, entre guillemets. C'est-à-dire que tout d'un coup, on tombe sur des projets, sur des gens, sur des histoires incroyables et on a envie de les raconter et de les partager. Et pour nous, une exposition, en tout cas le cœur des expositions qu'on a pu faire, c'était vraiment cette idée de partager à la fois une prise de conscience sur l'épuisement des matériaux, par exemple, pour l'exposition Matières grises, ou sur l'enjeu de considérer que la seule enveloppe d'un bâtiment n'est pas garante de la qualité de vie qu'elle va accueillir.
Donc, c'est le rapport entre la forme et le fond, le Mhm. contenant et le contenu. Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est des grandes questions. Il se trouve que pour ces expositions-là, on invite aussi des penseurs à venir écrire, réfléchir avec nous, écrire dans les catalogues, qui sont aussi des objets très importants, car c'est les objets qui restent. Une exposition, elle a un temps limité. Et donc, c'est un détour un peu long, mais pour vous dire, peut-être que la spécificité, ou en tout cas l'approche particulière que nous avons, c'est vraiment de concilier ces deux parties. On pourrait appeler ça d'un côté de la recherche et de l'autre côté de l'action, mais c'est beaucoup plus imbriqué que ça. Et c'est peut-être ce qui Oui, parce nous... qu'en fait, votre recherche, elle est aussi mise en application. Exactement. Mm. Et du coup, on est constamment Mm. en train à la fois de nourrir notre recherche par le fait de se confronter au réel, et en parallèle de ça, puiser dans le réel des preuves de la recherche. Mm. Et parce que, par exemple, sur le réemploi, ça peut être facile de dire, bah oui, il faut réemployer les matériaux parce que ça va sauver la planète. Mais en fait, quand vous êtes sur un chantier et que vous percevez la complexité de transformer les modes constructifs, de transformer même l'industrie du BTP telle qu'elle est structurée, bah, du coup, ça vous permet d'avoir conscience d'une complexité réelle. Mm. Qui ne vous empêche pas d'agir. Mais en tout cas, si vous n'avez pas conscience de cette complexité-là, vous allez agir dans un monde idéal qui n'existe pas. Donc peut-être ce qui nous obsède, c'est d'essayer de dégager ces marges de manœuvre, de les identifier, de voir leur taille, parce que des fois la marge de manœuvre est très fine, et ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas faire un effet levier, comme on appelle, c'est-à-dire que tout d'un coup, on passe par un petit trou, et puis ce petit trou, il emporte tout le reste. Et puis, ça nous force aussi à beaucoup de prévoyance, de modestie et d'attention. Et je pense que ce mot-là de l'attention, il est clé. Peut-être qu'il nous différencie, pour parler de la question de l'ego, on le différencie de l'intention. L'intention, c'est l'architecte qui veut imposer sa vision parce que Il projette. voilà, parce qu'il Mais... projette, et parce Mhm. que il s'est réveillé le matin avec l'idée qu'il fallait faire un bâtiment rond, rose, ou avec des écailles. Et l'attention, c'est très différent. C'est plutôt considérer que à quelque endroit que l'on intervienne, il y a un environnement bâti, il y a un environnement historique, il y a un environnement géographique, il y a des êtres vivants, humains et non humains, il y a de la poésie, il y a du sens, et que il y a des matériaux, et que nous allons composer avec cela, en ayant en tout cas conscience. Et Alors justement, en ce moment, il y a une tendance qui est qui prône plutôt la réhabilitation que raser et recommencer. Vous avez un point de vue là-dessus à exprimer? on a un point de vue très très clair, c'est que il faut absolument arrêter de construire tant que l'on n'a pas rénové ou réhabilité les bâtiments existants. Et ça, c'est à la fois pour des questions écologiques, pour des questions économiques, pour des questions historiques. Et là, on pense qu'il faut vraiment, changer la façon que nous avons de considérer que c'est plus rapide de démolir et de reconstruire, que c'est plus rapide de jeter de la matière et de remplir des décharges en Île-de-France, et ensuite d'importer des matériaux qui viennent de l'autre bout du monde parce que ce sont les moins chers, qu'en fait, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, nous, on est très engagés dans ce sujet. Il y a par exemple des millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France. Voilà. Et on continue à construire Et des on bureaux. continue à construire des bureaux. On sait qu'il y a un déficit de logement qui est gigantesque, et le rapport de la Fondation Abbé Pierre tous les ans nous rappelle les millions de personnes qui sont dans une grande précarité d'habitat. Mhm. Donc, on est engagé de toutes nos forces Ouais. dans ce champ-là. Mais du coup, quel est votre rapport avec le monde de la promotion immobilière? Vous arrivez à leur parler? Alors, nous, je pense qu'on parle vraiment avec un spectre très large Ouais. d'interlocuteurs, Ils vous consultent? Ils nous consultent. Il faut toujours se méfier des grands ensembles, hein. C'est comme dans tous les domaines. Il n'y aurait pas d'un côté la promotion privée, en tout cas immobilière, qui aurait rien compris, et avec des gens malfaisants, et puis de l'autre côté des acteurs publics qui seraient éclairés. Donc nous, en fait, on travaille vraiment avec des gens très différents, et il se trouve on arrive à partager nos intuitions avec des gens un peu dans tous les domaines, parce qu'on voit bien que les jeunes générations aussi, même parmi les promoteurs, se questionnent et sentent bien qu'au fond d'eux, quand on rase des quartiers entiers pour mettre un village olympique, ils sentent bien que c'est pas vraiment le sens de l'histoire, et qu'on est peut-être à côté de la plaque. Donc voilà, la machine continue d'avancer, et c'est peut-être trop dur de l'arrêter brutalement, mais on travaille avec des acteurs qui se questionnent en tout cas. Et nous, on pense que
point de départ du changement, c'est le questionnement. Bon. Si on a des certitudes, on ne changera jamais. Et donc, on essaie de travailler sur les troubles, on pourrait dire. D'accord. Alors, on va juste 2 minutes revenir sur votre parcours avec l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archer qui est: est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école? Alors ça, c'est pas vraiment une question qui m'obsède. Je me rappelle par contre de ce que nous avait dit Jacques Boulet, qui était notre directeur de diplôme à Julien Chopin et moi-même, avec qui nous avions passé notre diplôme. Il nous avait dit, quand vous sortez de l'école, en fait, vous avez 3 grands choix de travailler, pour travailler. Soit vous rentrez dans une agence d'architecture et puis vous allez faire vos armes en apprenant au contact ce métier qui est très complexe et il faut beaucoup de temps pour l'apprendre dans sa diversité, dans sa complexité. Voilà, il faut connaître vraiment des choses dans un spectre immense. Donc voilà, ça c'est un axe. Soit vous vous installez à votre compte et puis vous allez commencer par des petits projets, souvent pour la famille ou parce que peut-être que vous n'avez pas forcément des besoins de gagner votre vie, parce que ça arrive aussi, des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas cette pression-là, qui n'était pas notre cas à Julien et à moi. Soit vous inventez votre métier et vous inventez votre accès à la commande. Et donc, évidemment, il nous a dit ça très clairement et ça nous a vraiment marqué parce qu'il sentait, je pense, qu'on était clairement fait pour la troisième solution et qu'en fait, on allait se débrouiller. On allait inventer des compétences, inventer des façons de faire, inventer des dispositifs, notamment collectifs. C'est aussi pour ça que ce mot de collectif a été très important parce que dès les premiers projets, on s'est rendu compte qu'on était 2 au début, mais que sur chacun de nos projets, on était 10, 15, 20 ou plus. Et donc, cette notion d'assumer aussi le fait que le résultat passé par cette capacité à constituer des collectifs était quelque chose que l'on voulait clairement affirmer. Et ce qui est encore le cas aujourd'hui quand on travaille avec des bureaux d'études, des spécialistes des questions écologiques ou de biodiversité, des ingénieurs dans le spectre très large des compétences nécessaires. Voilà, on retient toujours le nom d'architecte, mais derrière, c'est des équipes de 20, 30 ou 40 personnes. Et donc, voilà, c'était un peu ce sens-là. Et on va dire que c'est encore ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on continue, je pense, même si on a pu pas s'assagir, mais en tout cas considérer que pour agir, on devait aussi à un moment donné rentrer dans les règles communes, mais on continue d'inventer des façons d'agir et des façons d'inventer notre métier. Alors, on a parlé là de vous. Pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire de vos projets? Alors les projets, il faudrait un Oui. podcast par projet, mais parce que c'est des histoires. Non, mais Non, mais ça viendra peut-être. en fait, c'est des histoires très longues déjà. La durée moyenne des projets, en tout cas d'architecture, on va dire le plus court, c'est 3 ans et le plus long que l'on ait fait, ça doit être 8 ou 9 ans. Donc c'est vraiment un temps long. Et il se trouve que notre société n'est pas habituée à ces temps longs. On est dans l'instantané, on est dans le temps réel, on est dans le digital où on veut tout de suite une réponse, etc. Et le temps de l'architecture, en fait, il vient en contradiction avec cette accélération de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, il doit se battre aussi pour exister dans un autre temps. Et ça, c'est pas évident parce que c'est aussi un autre temps économique. C'est-à-dire que ces temps longs sont des temps sur lesquels forcément les moyens ne sont pas toujours adéquats parce que c'est des temps de travail, de retravail, de préciser les choses et on voudrait appuyer sur un bouton et puis construire pour pouvoir aller très vite et avoir des bilans d'opération qui rassurent tout le monde. Donc on doit beaucoup parler du temps. Alors qu'on pense que l'architecture est une question d'espace, je pense qu'il faut... Espace-temps. Voilà, il faut continuer à dire que c'est autant une question d'espace que de temps, aussi dans les temps des processus, parce que l'architecture ne commence pas le premier jour du chantier, elle commence parfois même avant la conception. Donc, on travaille beaucoup avec nos maîtres d'ouvrage ou les gens qui nous font confiance et qui nous proposent de travailler avec eux sur la définition de leur cahier des charges, la programmation, vraiment d'essayer de remonter, parce que parfois la question posée peut partir d'une bonne intuition, mais elle ne va pas s'incarner au bon endroit ou elle ne va pas embrasser la complexité. Donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était très important pour nous d'être très en amont dans les projets. Et ensuite de travailler sur une architecture de processus qui demande plusieurs compétences collectives et notamment la question de la confiance. C'est-à-dire que l'architecture de processus, c'est considérer qu'on n'a pas encore le résultat final et donc on est obligé de se faire confiance sur la capacité collective à orienter
les différentes actions vers un résultat final qui, de fait, va nous surprendre, vu qu'on ne le connaît pas, mais qui serait supérieur à une préconception qu'on pourrait avoir en amont. Vous arrivez à vendre ça à vos clients? Alors, on arrive à le raconter, Ouais. parce que voilà, c'est un métier qui passe beaucoup par l'oralité et par la façon de raconter cela. On arrive aussi à embarquer des commanditaires dans des étapes successives, sans forcément leur dire tout ça, mais en tout cas en considérant que il faut qu'on avance petit pas par petit pas et que s'ils nous font confiance, le résultat sera à la hauteur. Et c'est assez émouvant parce que ça nous est arrivé de faire des projets où jusqu'à même la livraison finale, la personne qui nous commandait savait pas trop en fait ce qu'elle commandait. Et un peu comme quand vous faites de la cuisine et vous pouvez dire je vais faire de la moussaka, mais le goût vraiment final de votre moussaka, il sera une fois que vous le mangerez. Donc vous pouvez avoir l'idée, voilà, et après le chef cuistot ou la personne qui cuisine va lui apporter ce qu'elle sait ou son histoire, etc. Donc ça, c'est assez émouvant parce qu'on a le sentiment que c'est l'inverse aussi d'une architecture d'objets, d'une architecture préfabriquée intellectuellement, qui serait comme ça posée sur une ZAC en disant voilà le bijou. Et c'est assez étonnant parce que vous qui avez commencé par l'image, Absolument. donc vous ne proposez pas d'image? Alors si, et là c'est c'est intéressant comme remarque, c'est que en parallèle de ça, on se nourrit énormément du récit, bien sûr général, mais aussi de la perception du réel qui passe par l'image. Et Mmh. donc, vu qu'on est vraiment des enfants de l'image au sens fabricant d'image, on a vraiment fait nos projets en construisant, et on le fait encore aujourd'hui avec beaucoup d'images dans le processus, donc de l'image qui nous permet de tester des choses, de revenir en arrière, de changer de point de vue, de changer de matérialité, etc. Mais en tout cas, on considère que l'image n'est qu'un élément de cette sédimentation, stratification de la D'accord. conception. Donc elle n'est pas contractuelle? Elle n'est pas contractuelle, Ouais. exactement. Mmh. Mais par contre, elle nous donne une orientation, elle nous donne une vision. Et à un moment, par contre, pour être très précis, à un moment, il nous semble que l'on arrive à un moment où les choses s'articulent et tout d'un coup, on se dit, là, le projet est présent. Mmh. Et donc, là, ça va être une image qui va nous guider pendant un temps plus long. Oui, oui. C'est pas constamment en changement, Mmh. mais en tout cas, il y a ce moment très Oui, c'est presque comme magique. une ébauche avancée qui là, du coup, va permettre d'aller vers le résultat final. Exactement. D'accord. Alors, quels seraient vos projets emblématiques? Alors voilà, c'est pour répondre à cette question, je peux peut-être rapidement vous en parler de 3 projets Ouais. actuels, un très petit, un très grand et un qu'on Ouais. vient juste de livrer. Le très petit, c'est un projet qui s'appelle Super Kairou, qui nous a été commandé par un centre d'art qui se situe dans le Quercy, donc entre l'Aveyron et le Lot. Et l'idée était de construire des œuvres d'art refuges pour que ces œuvres d'art posées dans le paysage puissent accueillir des marcheurs voulant dormir dehors. Et donc, c'est un projet porté par une association qui s'appelle Derrière le Hublot. Et donc, ils nous ont commandé, pour le coup, un petit projet. Et on a répondu en concevant et en construisant une architecture en pierre sèche qui s'inspire de l'architecture que l'on appelle des gariotes ou des boris, qui sont ces abris de bergers. Les boris. Voilà. En fonction de la Très zone beau, géographique, ça peut s'appeler Ouais. les caselles, les boris ou les gariotes. Et donc, ces architectures de pierre sèche qui avaient le double avantage de prélever les pierres dans les champs pour les enlever et faire que l'on pouvait cultiver de manière plus facile, et aussi de construire des abris pour les personnes qui gardaient les troupeaux ou autres. Et donc, on a construit des tentes, comme des tentes canadiennes, donc des tentes à 2 pentes, mais en pierre, avec des artisans incroyables qui perpétuent ce savoir-faire. Et donc, on a 110 tonnes de pierres sèches qui sont assemblées sans 1 gramme de béton. Et donc, sur un chemin entre la vallée du Lot et la vallée du Célé, vous pouvez découvrir ces 2 petites tentes en pierre et y passer une nuit gratuitement avec un paysage incroyable. Donc ça, c'est un tout petit projet qui fait de l'ordre de 5 mètres carrés. Et du coup, ça va être pérenne, ça? Alors ça, c'est pérenne, absolument. Ouais. Ça va rester. Et en plus, Peut-être des siècles? voilà. Et il se trouve qu'on est à quelques centaines de mètres d'un site préhistorique avec des dolmens. Ouais. Où là, on est sur 6 000 à 7 000 ans de présence. Donc, voilà, on vient aussi s'inscrire dans ce temps long et dans cet assemblage assez magnifique, parce que la pierre sèche, si vous voulez, c'est le premier geste de l'architecture, c'est poser des cailloux ensemble et faire en sorte qu'ils tiennent, uniquement par gravité et par savoir-faire.
Et ça, c'est très important parce qu'on parle souvent des matériaux. Oui, justement, pas de jointure, c'est juste... Exactement, ouais. c'est juste posés les uns contre les autres. Mm. Et on parle souvent des matériaux, on parle assez peu souvent des savoir-faire, Mm. qui est aussi une des parties masquées de nos métiers. Mais sans les savoir-faire et sans les personnes qui construisent les architectures, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas le bâtiment dans lequel nous sommes, il n'y aurait pas de ville, il n'y aurait absolument rien. Donc ça aussi, ça sera peut-être un autre sujet d'exposition, mais regardez les métiers des constructeurs. Donc ça, c'était un tout petit projet. Un très grand projet, c'est un projet sur lequel nous sommes engagés depuis un peu plus de 2 ans et demi, qui est un lycée sur l'île de Mayotte, qui est donc un département français de l'océan Indien. Et on a remporté un concours public pour concevoir un lycée général et un lycée professionnel des métiers du bâtiment. Donc c'est assez passionnant comme sujet, un lycée qui sera en capacité d'accueillir 2000 élèves, donc un très gros établissement. Les normes s'appliquent? Alors les normes complètes s'appliquent et au-delà des normes, il y a le fait de construire une architecture tropicale où on est totalement à l'inverse de l'architecture que nous connaissons, où l'enjeu c'est de ventiler et de faire en sorte que des circulations naturelles d'air permettent un confort de vie, parce qu'on a un air qui est très humide et qui est très chaud. Et donc en fait il faut enlever les murs. Enlever les murs, mais en ayant des protections, parce qu'il y a quand même des orages et des tornades. Il y a la question acoustique dans un établissement scolaire où si vous n'avez pas de mur, comment vous arrivez à faire classe alors qu'il y a des classes à côté, etc. Et en plus, on a un soleil qui ne fait pas la même course que sous notre latitude. Donc, il faut en fait tout réapprendre. Donc, pour cela, on s'est associé à une agence d'architecture qui s'appelle Co-Architecte, qui est basée à La Réunion, qui est spécialisée dans l'architecture bioclimatique tropicale. Et donc, ensemble, on a fait ce concours que l'on a remporté. Et une de nos propositions était de profiter de ce projet de très grande dimension, très grande importance, c'est pas loin de 25 000 mètres carrés, donc c'est vraiment un très gros projet, pour remobiliser une filière de construction en briques de terre compressées et briques de terre crues, qui était une filière existante à Mayotte, mais qui a été, on pourrait dire, écrasée par l'arrivée des parpaings et de la tôle ondulée. Et donc, on a souhaité que ce projet soit aussi un démonstrateur et soit un projet dans lequel on puisse remobiliser des savoir-faire. Vous avez réveillé des savoir-faire. Exactement. Donc, on est allé rencontrer les petites briqueteries artisanales, les presses, qui souvent avaient été oubliées. Et on a surtout mobilisé des acteurs en leur disant, mais demain, on construit un lycée dans lequel il y aura 600 000 briques de terre crue. Donc, il y a un marché, il y a un besoin de se former, d'embaucher des jeunes et de relancer comme ça une économie vertueuse à destination de la construction. Vous avez trouvé de la compétence chez les anciens ? Alors, on a trouvé des anciens briquetiers. Donc, on a monté une petite antenne de l'agence là-bas, ce qu'on appelle une permanence architecturale qui est présente sur site et qui a fait tout un travail comme ça d'aller rencontrer toutes les personnes connaissant ces savoir-faire et essayant de les transmettre. Et donc ça, c'est incroyable parce que là, vous dépassez vraiment le métier de concepteur. Vous êtes bien en amont, bien au-delà. Et donc, c'est un projet auquel on croit beaucoup, soutenu aussi par le rectorat, qui voit aussi ce travail comme étant nécessaire, important, qui permet aussi d'encourager une filière pour d'autres bâtiments qui vont devoir être construits. Et donc, on essaie toujours comme ça de décaler... Il en est où, ce projet ? Ce projet, oui, il en est où ? Alors là, on a fini les études. Oui. Et donc, il va y avoir l'appel d'offres dans quelques semaines. D'accord. Et le chantier devrait commencer à la fin de l'année 2021. Donc, la briqueterie est en train de se mettre, donc, les acteurs sont en train de se constituer. Les briques sont en train d'être faites. En fin d'année 2020, au mois de décembre, on a construit un premier bâtiment, qui est un bâtiment un peu prototype, dans lequel on a déjà construit avec de la brique de terre crue. Donc, c'était un moment assez incroyable. Bon, super. Et donc, un troisième projet qui nous a aussi beaucoup occupé depuis 5-6 ans, c'est l'Hôtel Pasteur à Rennes, qui est un bâtiment historique du 19e siècle, qui a été une faculté des sciences, puis un centre dentaire, et dans lequel la ville de Rennes a souhaité mener une expérimentation de programmation active par les habitants. C'est-à-dire que ce bâtiment était
partiellement occupé. Et donc, la ville de Rennes a décidé d'inviter Patrick Bouchin, qui est un architecte qui a été très important pour nous, à la fois dans notre histoire et dans les rencontres que nous avons pu avoir avec lui, à venir monter une université foraine qui partait d'un principe très simple, c'est qu'il suffit d'ouvrir un bâtiment et d'inviter les habitants à l'occuper pour mettre au point un programme et faire émerger des demandes et des besoins. Et donc, Patrick Bouchin, avec une jeune architecte qui s'appelle Sophie Ricard, ont habité ce bâtiment pendant plusieurs années. Et ensuite, la ville de Rennes a lancé un concours pour transformer ce bâtiment historique en une école maternelle au rez-de-chaussée et en un lieu culturel et associatif dans les étages. Donc un programme mixte totalement passionnant. Et on s'est retrouvé embarqué, répondant à ce concours et remportant cet appel d'offres, à devoir accompagner ce projet qui est pour le coup un projet très emblématique d'une architecture de processus où on a pu accueillir des chantiers écoles d'insertion à l'intérieur du chantier, où on a pu passer commande à des tout jeunes designers ou artistes pour réaliser des lustres, des éléments de mobilier, la signalétique avec l'école des beaux-arts de Rennes. Donc vraiment, l'idée du collectif m'est poussée à son extrême, avec une grande complexité du coup de coordination et d'arriver à mettre ensemble tous ces acteurs-là. Et on vient d'inaugurer, enfin en tout cas de livrer ce projet il y a quelques semaines. Les enfants sont rentrés lundi dernier et on va dire que c'est très très émouvant de voir ce chemin parcouru. Et surtout, ce qui est très fort, ce qui est peut-être pour nos auditeurs important à comprendre, c'est tout le côté invisible de tout ce travail qui sera certainement visible dans le résultat, mais plutôt perceptible que visible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire une architecture dans laquelle on va être bien, ou c'est parce qu'on va percevoir que les choses ont été pensées, mais c'est pas forcément parce qu'on va voir que c'est une architecture de magazine ou de série télévision. C'est pas spectaculaire. Exactement. Votre équipe est composée de quelle manière ? Enfin, vous êtes combien en fait ? Alors aujourd'hui, on est autour de 25 personnes, avec des profils assez variés. On forme beaucoup de jeunes architectes, donc on est très, très attentif à considérer qu'une partie de notre travail est aussi de former des architectes à nos côtés. Et on est à très grande majorité des architectes. On a aussi dans l'équipe des personnes qui viennent soit des sciences politiques, ou on a une chercheuse là qui vient de nous rejoindre pour une thèse sur les lieux infinis. Et donc, on pense aussi que la richesse de notre production, elle se nourrit de ces profils différents. Et voilà, on a une équipe variée, mais comme toute équipe, j'ai envie de dire. Comment vous imaginez le monde d'après ? Alors, le monde d'après, c'est à Entre partir guillemets. de quand, dites-moi? Parce que là, je n'ai pas suivi. Depuis un an, on nous parle du monde d'après. C'est la question bateau, mais je trouve qu'en général, les réponses sont assez riches. Alors, appropriez-vous la question. Oui, je me l'approprie. Peut-être que c'est le monde de tout de suite, en fait, plutôt que celui d'après, parce que l'après, c'est ce qu'on ne veut peut-être pas voir. Ce qu'il faut qu'on mesure, et ça va être le sujet notamment de l'exposition que nous aurons, si tout va bien, en mai au 104, c'est à la fois le besoin de partager le constat. C'est-à-dire que si on ne continue pas de partager les constats sur le monde qui s'effondre, sous un point de vue matériel, énergétique, social, politique. Voilà, donc il faut continuer de partager nos perceptions, aussi difficiles soient-elles, et aussi inquiétantes puissent-elles être. Et en parallèle, la nécessité de partager les pionniers, les pionnières, les gens courageux qui considèrent qu'on ne peut pas en rester là et qu'il va falloir, comme l'histoire de l'humanité, chaque fois rebondir ou réinventer, pas l'eau chaude, mais plutôt réinventer la sobriété de nos vies et de nos villes. Changer de paradigme. Exactement. Et en tout cas, considérer que l'époque de l'énergie bon marché est révolue, l'époque de l'agro-industrie doit être révolue, l'époque d'un monde de la construction qui ne se soucie ni des matériaux ni des personnes qui construisent est révolue. Et donc, on va voir, est-ce que, collectivement, on a la capacité à mettre en action ces choses-là, ou à continuer à écrire des tribunes et des articles et faire des podcasts sur le monde d'après qui est un mirage. Donc je pense qu'on est dans un moment de vérité un petit peu aussi face à ça. Et la question à laquelle j'ai absolument pas la réponse, c'est à quelle mesure allons-nous prendre
le virage ou le changement et est-ce qu'on va continuer à saupoudrer comme on fait depuis 30 ans de l'écologie parce que ça fait bien ou est-ce qu'on va considérer que ça doit être Oui, la pierre angulaire de toutes les activités humaines. Ces sujets-là, on pourrait en parler aussi sur un autre podcast, mais ils sont passionnants parce que c'est toujours accepter la complexité. Et ça, je pense que c'est là où les architectes ont un rôle à jouer. C'est-à-dire que notre formation est une formation d'appréhension de la complexité. Parce qu'on a les contraintes incendie, d'accessibilité, d'économie, d'histoire, etc. Et puis peut-être aussi de sortir, excusez-moi, je vous interromps, du côté figé de l'architecture. C'est-à-dire que Exactement. je pense que la majorité de votre profession a compris que les choses se jouaient dans un espace-temps. Vous en parliez tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça que par exemple, les lieux infinis que nous présentions à Venise avaient cette caractéristique de considérer qu'ils ne se terminent pas, ils ne sont pas finis. On n'achève pas un bâtiment, parce que dans notre métier, on dit la garantie du parfait achèvement, comme s'il fallait achever. Et en fait, ce mot-là, il est très violent, parce qu'achever, c'est tuer, presque aussi. Et nous, on considère qu'en fait, l'architecture, elle va se transformer au fil du temps, et tant mieux. Et elle va s'éloigner peut-être de ce que nous, on aurait imaginé, et tant mieux. Mais donc, c'est une remise en cause assez profonde de ce qu'on nous a appris à l'école, notamment. Vous donneriez quel conseil aux étudiants en architecture aujourd'hui ? Mais je pense que le conseil principal, ça serait d'embrasser cette complexité et de s'y engager en veillant à la fois à s'ancrer dans le réel, à se territorialiser, parce que chaque étudiant a grandi dans un territoire qui soit urbain, périurbain, rural, et donc considérer qu'il y a une richesse de cette connaissance-là. Donc moi, c'est quelque chose qui me semble très important. En parallèle de ça, de continuer d'explorer et de se nourrir d'une matière plus théorique, on pourrait dire, ou intellectuelle, et dont il ne faut pas avoir peur. Quand les gens disent « on n'apprend pas à construire dans une école d'architecture, vous apprenez pas le vrai métier », mais moi, c'est quelque chose que je trouve insupportable, parce que le métier est là pour ça. Mais si on apprend le métier avant, en fait, on ne sait plus penser. Nous, on est des purs produits d'une école d'un enseignement d'architecture qui nous a ouvert sur des matières comme l'anthropologie spatiale, comme des choses qui nous ont bouleversés et transformés. Et si on avait appris à dessiner comment on fixe une plaque de placoplâtre sur un rail, mais on ne serait absolument pas conscient de ce potentiel-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, moi, je me bats toujours contre cette volonté de vouloir professionnaliser. Je trouve ce mot totalement débile, professionnaliser. Ben non, il y a des études, et après, il y a la profession. Mais voilà, travailler sur les passerelles, tout à fait, mais prenons garde à ne pas dévitaliser la richesse de cet apprentissage, qui est un apprentissage théorique. Parce que pour pouvoir embrasser, encore une fois, la complexité, il faut des outils théoriques qui sont passionnants. Donc, ça serait les deux principales choses que j'aurais envie de dire à cette jeunesse qui, moi je dis aussi toujours, chaque génération a ses défis. Si on était dans les années 50, après-guerre, on aurait le défi de la reconstruction. J'étais ce week-end au Havre et on voit bien que la reconstruction d'une ville rasée à 95% est un sujet très particulier. Mais aujourd'hui, le défi, c'est le défi écologique et environnemental. Une dernière petite question. On a vu passer un article il n'y a pas longtemps dans Chronique d'architecture qui parlait en gros de votre peut-être proposition de lieux éphémères dans la ville et d'une esthétique zéadiste dans Paris. C'est un peu ça le propos de cet article. Qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ça ? Alors répondre Est-ce que c'est caricaturé ? Oui, moi je réponds avec beaucoup de bienveillance, mais c'est de dire que ça parle de la question du processus. C'est que, si vous voulez, un processus, si on en fait une photographie à un instant T, il peut être embryonnaire, maladroit, inexact, bricolé. Moche dans Paris. Moche dans Paris, tout à fait. Et la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on regarde, à quel moment on le regarde. Et donc ça, c'est une question importante. La deuxième question, c'est
à quel moment on décide qu'il y a les tenants du bon goût et est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qui ferait qu'elle aurait ce droit au bon goût ou est-ce qu'on cherche à faire émerger une diversité et en considérant que par sédimentation, les bonnes choses vont rester et les choses moins intéressantes vont disparaître. Mais en tout cas, je pense qu'il faut pas se tromper d'angle de vue. Sur le réemploi, c'est le même sujet. On peut dire l'esthétique du réemploi n'est pas satisfaisante ou n'est pas... voilà, je pense qu'il faut être prêt à tout, mais En tout cas, vous avez quand même démontré le contraire. en tout cas, nous, on s'engage pour démontrer le contraire, mais je rejoins, je réponds à votre question sur les critiques qui peuvent être faites. Nous, on considère qu'on n'a pas le choix, en fait, de réemployer. Donc, c'est pas question est-ce que c'est beau ou pas beau, c'est qu'on ne peut plus continuer de jeter et on ne peut plus continuer d'extraire des matériaux car on n'en a presque plus. Donc, ensuite, remontons-nous les manches et inventons une esthétique liée aussi à cette nécessité. Ouais, Voilà. je suis d'accord. Bon, super. Vous auriez un mot de la fin ? Le mot de la fin, ça serait de naviguer dans cette incertitude collective et de peut-être continuer à partager collectivement ce qui nous inquiète et ce qui nous porte et ce qui nous nourrit et d'être vraiment sur ces deux sentiments. Et c'est ce qu'on va présenter avec Énergie Désespoir. Et on espère que ça nous permettra de recueillir aussi à la fois ces énergies qui nous portent et qui nous font tenir debout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu témoigner dans Comme d'Archi et pour cette immense responsabilité que vous endossez. C'est touchant et pourvu que ça sensibilise. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt sur Comme d'Archi. Merci. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comme d'Archi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.